et dernière table ronde qui, déjà dans la forme, sera beaucoup plus courte que prévu en raison de l'absence imprévue, de Pierre-Boris Ndé, malheureusement, qui n'a pas pu obtenir son visa. Pierre-Boris est camerounais, il vit au Canada, et en raison également de l'absence prévue, elle, et anticipée, de Marie Firins, anthropologue à l'Université libre de Bruxelles, qui a enregistré son intervention en vidéo, une vidéo de 5 à 6 minutes. Donc je vais d'abord vous dire quelques mots sur Pierre-Boris, évidemment, puis nous visionnerons la vidéo de Marie, et enfin interviendra Amalia Dragani, voilà, dernière intervenante de la matinée, anthropologue et chercheuse affiliée au laboratoire d'anthropologie sociale du Collège de France. Voilà, donc il est d'autant plus important, je pense, de parler de la recherche de Pierre-Boris, qui nous a posé un problème que la Fondation avait bien conscience depuis longtemps, mais qu'on avait peut-être un petit peu de mal à aborder, c'est la question de la sécurité des chercheurs sur le terrain. Pierre-Boris Ndé a travaillé sur un terrain, il nous a proposé dans son projet de recherche un terrain classé en zone rouge dans le nord du Cameroun, qui finalement, plus le début de sa recherche approchait, plus ce terrain s'est avéré compliqué, voire infaisable. Il souhaitait étudier, je vais en parler plus en détail après, les représentations des réfugiés dans les camps de réfugiés au nord du Cameroun vis-à-vis de l'aide qui leur est prodiguée par les humanitaires. En fait, son cas nous a posé la question vraiment de doit-on s'interdire de soutenir des recherches dans des zones à risque? Doit-on circonscrire l'étude de l'objet humanitaire à des zones qui ne portent a priori aucun danger potentiel pour les chercheurs? Comment étudier l'humanitaire si on écarte tout de suite des zones où la plupart du temps ils interviennent finalement? Donc c'est une question qui est toujours en cours. On a senti, nous, le besoin de nous rapprocher d'autres chercheurs académiques qui, eux, ont engagé déjà cette réflexion depuis plus longtemps que nous. Je rappelle que la Fondation est une structure assez jeune. Et donc, on a travaillé avec, et on travaille toujours actuellement avec notamment l'Université de Rotterdam, qui, sous la direction de Dorothea Hilhorst, a rédigé un manuel de sécurité, Safety Guidelines, destiné aux chercheurs. Je crois que j'avais envoyé à la promo. En anglais, et que la Fondation a traduit en français, et nous le présenterons fin août à l'occasion de la prochaine conférence de l'IHSA, donc l'International Humanitarian Studies Association, à La Haye, aux Pays-Bas. Voilà, donc nous sommes assez fiers de cette production, et c'est une réflexion, encore une fois, toujours en cours chez nous. Donc voilà, Pierre-Boris a finalement indirectement, il a su rebondir, finalement, il a travaillé sur d'autres camps de réfugiés à l'est du Cameroun, même si la frontière est était elle aussi classée en zone rouge, mais il a réussi quand même à sauter les obstacles un petit peu à la manière de Tatiana tout à l'heure avec le cas de Difa. Et donc il a principalement, pour vous dire quand même 2-3 mots sur sa recherche, travaillé sur les sites de réfugiés de Gado Badzéré et de Garoua Boulaye à l'est du Cameroun, des sites qui abritent beaucoup de réfugiés centrafricains qui se sont déplacés pour échapper aux exactions dues aux affrontements armés en République centrafricaine. Car il faut savoir que le Cameroun abrite la plus grosse population réfugiée centrafricaine avec, selon les chiffres du HCR, mais qui datent déjà un petit peu, plus de 250 000 personnes. Le site de Gazo Badzéré regroupant à lui seul 25 000 réfugiés. Donc la réflexion que Pierre-Boris a menée, en fait, dans son projet de départ, il connaissait ces camps parce qu'il est camerounais lui-même, et il savait que, parce qu'il avait des contacts au HCR, dans certains camps, les réfugiés géraient eux-mêmes, s'autogéraient pour les questions de sécurité. Et il a voulu essayer de comprendre quelles ont été les conditions qui ont pu les amener à cette autonomie sur ce point. Et il se demandait comment les humanitaires, parce qu'il partait de ce principe
de base, comment les humanitaires avaient réussi à autonomiser finalement les réfugiés sur ce plan-là. Finalement, ces résultats ont complètement invalidé son hypothèse. Je vais vous dire pourquoi. Donc sa réflexion a porté donc, sur la sécurité en milieu humanitaire et surtout dans les situations campoïdes, comme on dit. Et il a précisément étudié les représentations donc, des réfugiés vis-à-vis de l'offre humanitaire dans ces camps et le lien qu'il peut y avoir entre ces représentations et la prolifération de l'insécurité et la permanence, il faut bien le dire, des situations de violence dans ces lieux. Voilà. Donc pour cela, il a effectué un travail de terrain assez long, de près d'1 année, pour pouvoir saisir auprès des réfugiés l'évolution de leur représentation depuis leur arrivée jusqu'à au moins 1 année d'établissement dans ces camps. Et alors, je ne vais pas pouvoir vous... donc, il a étudié la manière dont ces représentations peuvent évoluer. Je ne vais pas pouvoir vous exposer ces résultats en détail, et surtout pas aussi bien que Pierre Boris aurait pu le faire lui-même. Mais je dirais juste que, au moins pour le cas particulier de Gado Batzéré, sur lequel Pierre Boris insiste particulièrement dans son article, que je vous invite à lire évidemment, parce que c'est un site qui adopte une configuration plutôt urbaine. Ces résultats ont identifié 3 temps dans l'évolution de ces représentations. Un premier temps qu'il appelle le temps de l'autorité, où les premiers arrivants, les nouveaux arrivants, à l'arrivée dans les camps, découvrent la présence permanente des autorités administratives qui rappellent et maintiennent l'autorité, et le cycle des activités quotidiennes du gestionnaire du camp, en l'occurrence Première Urgence Internationale, implique de la familiarité avec les réfugiés et les réponses drastiques aux actes d'insécurité assoient un pouvoir qui s'incarne quasiment dans une figure paternelle du camp manager comme on l'appelle. Le deuxième temps, c'est celui du conflit, où ces représentations par la suite peuvent évoluer lorsque les difficultés, la précarité et les plaintes ne trouvent pas de manière adéquate ou satisfaisante un écho ou une résolution chez les autorités du camp. Suivent ensuite donc une relation conflictuelle et une géométrie des rapports, comme il dit, qui change et parfois émerge de la violence. Et enfin, le troisième temps qu'il a mis en évidence, même s'il est moins répandu, c'est celui de l'autonomisation, où les réfugiés passent de la phase d'assistance à la phase d'autonomie. Dès lors, ils prennent leur distance vis-à-vis des humanitaires et gèrent eux-mêmes leur propre sécurité, ce que les humanitaires tolèrent. Donc, il était parti d'un projet d'étude qui devait étudier au plus près les pratiques des humanitaires et leur stratégie pour autonomiser, responsabiliser et quelque part renforcer l'estime de soi aussi des réfugiés pour gérer différentes dimensions de leur vie sur place, y compris la sécurité. Et au final, il a compris que cette autonomisation était plutôt une conséquence des problèmes sur place qu'une volonté, une stratégie des acteurs humanitaires. Voilà. Je n'irai pas plus loin dans le détail parce que voilà, je ne veux pas aussi dénaturer ce que Pierre Boris aurait pu dire, mais voilà, je vous invite à lire évidemment son article. On va passer tout de suite à la présentation de Marie Firin, donc qui a encore une fois attend un heureux événement et qui donc va vous présenter dans une vidéo de 5 à 6 minutes les résultats de sa recherche. Alors juste avant, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, cette table ronde est assez éclectique sur les thématiques, mais ça c'est aussi quelque chose qui nous tient à cœur et qui fait aussi l'identité de la Fondation sur ses activités et ses intérêts en matière de recherche. Voilà, on s'interdit, si on peut éventuellement s'interdire certains lieux en raison de l'insécurité, on ne s'interdit aucun sujet, aucun thème qui touche de près ou de loin l'action humanitaire ou sociale. Et il nous est arrivé par le passé, et Amalia en sera un bon exemple, d'explorer, d'étudier le quotidien, voire l'intimité des acteurs humanitaires à l'étranger. Amalia en parlera mieux que moi tout à l'heure, car elle a étudié les mixités conjugales au Niger et qui impliquent au moins un acteur humanitaire là-bas. Et Marie Firin entre aussi dans cette catégorie-là de sujets auxquels on n'avait pas forcément pensé, nous,
en termes de priorité, mais qui nous a paru absolument passionnant quand elle nous l'a soumis, car elle a étudié les relations entre les journalistes locaux à Goma, en République démocratique du Congo, et les services de communication des grandes ONG internationales, et donc elle a essayé de comprendre le lien entre éthique journalistique, éthique humanitaire, cette relation d'interdépendance assez particulière qui se joue là-bas. Donc je vous propose de l'écouter. La recherche que j'ai menée se situe à Goma, dans la province du Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Cette recherche questionne les relations qu'entretiennent les acteurs humanitaires à Goma, les acteurs humanitaires qui travaillent pour des organisations internationales, et les journalistes locaux, les journalistes congolais. Alors, cette recherche s'inscrit dans un contexte assez particulier parce que Goma est le théâtre depuis une dizaine d'années de crises permanentes. Et donc, il y a de très nombreuses organisations humanitaires internationales, des centaines, qui se sont installées à Goma. Un autre élément à souligner, un autre élément de contexte à souligner, c'est le fait que les journalistes congolais, de manière générale à Goma ou ailleurs, sont en général peu ou pas rémunérés et sont en général très peu formés. Et ce sont des réalités qui modèlent les interactions entre humanitaires et journalistes. L'objectif général de ma recherche a consisté à étudier les interactions que mènent les acteurs humanitaires de Goma, les acteurs humanitaires internationaux de Goma, avec les journalistes. Le but, c'était de comprendre les perceptions que les uns nourrissent à l'égard des autres, les perceptions que les journalistes nourrissent à l'égard des acteurs humanitaires internationaux et vice-versa, pour contribuer quelque part à l'efficacité de l'action humanitaire. La perspective privilégiée a été une perspective qualitative. J'ai mené 16 entretiens avec des acteurs humanitaires et avec des journalistes à Goma. Alors en termes des résultats, j'ai démontré que les humanitaires et les journalistes mènent des interactions spécifiques. Parmi les éléments spécifiques cités par les journalistes et les humanitaires, les éléments spécifiques qui structurent leurs relations, il y a la grande précarité professionnelle des journalistes congolais, le faible investissement, selon les journalistes, consenti par les humanitaires pour développer leur communication à l'égard des journalistes locaux. Il y a également les préjugés nourris par la population à l'endroit du personnel humanitaire. Et enfin, les journalistes en particulier soulignent la fragilité de l'État congolais, des journalistes qui jugent l'État congolais incapable d'assurer la sécurité de la population. Alors ma recherche a aussi mis en exergue le fait que journalistes et humanitaires ne poursuivent pas les mêmes objectifs quand ils interagissent. Les humanitaires, en gros, poursuivent un unique objectif qui est celui de faire connaître et de rendre compréhensible leur action aux yeux de la population congolaise. De leur côté, les journalistes poursuivent plusieurs objectifs. Quand ils interagissent avec les humanitaires, ils souhaitent collecter et partager l'information que les humanitaires détiennent. Ils souhaitent également assurer un rôle de liaison entre les acteurs humanitaires et la population du Nord Kivu. Et enfin, ils souhaitent engranger des bénéfices qui peuvent être de l'information, des contacts ou encore des formes de rémunération. Donc, humanitaires et journalistes ne poursuivent pas les mêmes objectifs et donc ils ne déploient pas les mêmes moyens pour atteindre leurs objectifs. Alors, je n'aurai pas le temps de détailler ces moyens, mais il y a un moyen qui m'intéresse tout particulièrement, qui est en général déployé par les journalistes, mais également par les humanitaires. C'est la création de groupes de journalistes amis des humanitaires, de clubs de journalistes amis des humanitaires. Alors, en quelques mots, ces clubs, ces groupes, ce sont des structures partenaires d'organisations humanitaires, des structures au sein desquelles les journalistes membres peuvent jouir de formations, de voyages de presse et d'un accès privilégié à l'information grâce à leur partenariat avec les organisations humanitaires partenaires. Alors j'ai essayé également de mettre en valeur la façon dont les humanitaires et les journalistes évaluent les retombées de leurs interactions. Du côté des journalistes, on souligne certains avantages, notamment le fait d'être considérés comme des partenaires valables par les humanitaires ou encore le fait d'avoir un accès à des informations sécuritaires jugées primordiales pour la population. Du côté des humanitaires, on souligne un avantage principal, celui d'avoir un accès facilité aux populations bénéficiaires de l'aide grâce à l'information véhiculée par les journalistes qui lèvent la méfiance que la population nourrit à l'égard des humanitaires. Par contre, il y a aussi de nombreux écueils qui sont soulignés par les humanitaires. Par exemple, les humanitaires jugent le travail des journalistes très très peu professionnel. Ils trouvent que ce travail est donc potentiellement dommageable à l'action humanitaire, que les journalistes peuvent quelque part nuire à l'action humanitaire.
Du côté des journalistes, on trouve les humanitaires très peu accessibles. On trouve aussi que la relation établie avec les humanitaires est très inégale et que les journalistes sont souvent dans une position de dépendance par rapport aux humanitaires. Enfin, les journalistes trouvent que les médias locaux sont souvent ignorés au profit des médias internationaux. En guise de conclusion, il y a des pistes de réflexion qui émergent et des enjeux cruciaux qui apparaissent, notamment la nécessité d'instaurer un dialogue entre humanitaires et journalistes pour identifier et pour comprendre les perceptions que nourrissent les uns à l'égard des autres, parce que journalistes et humanitaires ne semblent pas toujours conscients de ce que l'autre pense d'eux, de ce que les autres pensent d'eux. Et c'est important parce que les perceptions sont susceptibles d'influencer les comportements. En somme, le rapport qui relie l'information et action humanitaire est plus que simplement instrumental. L'information peut sauver des vies et la façon dont l'information circule est donc un enjeu majeur. En quelques mots, voilà donc ce que j'ai voulu démontrer avec ma recherche. Je serai heureuse d'en discuter avec vous par mail si vous le souhaitez, de manière plus approfondie et de manière plus nuancée. Je vous remercie beaucoup et vous souhaite une bonne journée de réflexion. Merci Marie. Je tiens à préciser, parce qu'elle me l'a demandé, de l'excuser pour le caractère très synthétique de son intervention, ce qui est évident. Et je vous engage là aussi à lire son article pour plus de détails et bien comprendre toute sa recherche qui fait suite à sa thèse sur le même sujet. Donc vraiment quelque chose de très riche. Voilà, nous allons conclure la matinée avec l'intervention d'Amalia Dragani, donc, docteur en anthropologie et chercheur affilié au laboratoire d'anthropologie sociale du Collège de France, et donc qui a travaillé sur un sujet très original, les mixités conjugales au Niger et les changements induits par ces unions mixtes sur la vie des humanitaires et des acteurs locaux. Voilà. Merci Amalia, je te passe la parole. Bonjour. Je vous remercie d'être ici aujourd'hui et je tiens à remercier aussi la Fondation Croix-Rouge française et toute l'équipe qui m'a accompagnée lors de ma recherche, commencée en 2016. Et je souhaite aussi remercier au Niger, à Niamey, les LASDEL, l'équipe et les directeurs, et l'antenne de l'IRD à Niamey également, ainsi que l'Institut des mondes africaines qui m'a accueilli d'un point de vue universitaire lors de cette année de recherche sur un thème qui était en partie nouveau pour moi, c'est-à-dire d'explorer les mixités conjugales dans les cadres humanitaires et donc les mixités conjugales afro-occidentales au Niger et à Niamey. Mais en réalité avait une origine aussi dans ma première recherche doctorale au Niger à partir de 2004. Et notamment, il était fortement en relation avec mon accès au terrain et mon premier contact avec les terrains nigériens et le nord du Niger. Et parce que quand j'étais déjà doctorante, je suis partie en 2005 avec une petite ONG italienne dans le nord du Niger, à Agadez, dans le cadre d'une mission humanitaire, parce qu'à l'époque faisait la une des journaux internationaux, une crise alimentaire aiguë au Niger. Et donc, suite à cette expérience, j'avais rencontré des humanitaires locaux, des petites ONG locales, et j'ai pu retourner au nord du Niger et faire mon terrain donc dans le nord, Agadez et dans les oasis du nord, jusqu'en 2007, quand un mouvement indépendantiste a surgi et du coup mes recherches ont dû s'interrompre. Et donc déjà à l'époque, j'avais pu observer la présence d'ONG locales et surtout des phénomènes de mixité conjugale sur lesquels j'ai souhaité revenir quelques années plus tard dans le cadre de cette recherche. Donc, en Afrique, les intimités transnationales contemporaines sont souvent abordées dans le cadre de la rencontre touristique, donc du tourisme sexuel,
et des pratiques prostitutionnelles. Pensons aux recherches qui sont développées par un chercheur qui collabore beaucoup avec la Fondation, Thomas Fouquet, qui a publié un ouvrage sur les aventurières de la nuit à Dakar, donc les prostituées. Mais l'inscription des sexualités et des intimités transnationales dans les projets de développement et dans l'aide humanitaire demeure un terrain qui n'a pas encore été exploré, malgré les dimensions de ces phénomènes contemporains qui sont intéressantes, surtout, je pense aussi, dans les pays qui sont dans une situation sécuritaire précaire, des conflits et des post-conflits. Donc, j'ai donc procédé à interviewer ma recherche a engagé donc une réflexion sur les changements induits sur les travails humanitaires par une union mixte et aussi sur les reconversions professionnelles éventuellement nées dans le cadre d'un mariage mixte. J'ai voulu avancer l'hypothèse que ces relations intimes ne sont pas seulement accidentelles, mais elles interviennent dans la mise en œuvre et au cœur même des projets de développement, et elles peuvent aussi influer sur la construction des pratiques et des discours nouveaux dans le monde de l'aide et participer à la transition humanitaire. J'ai développé cette thématique en utilisant une approche ethnographique, mais aussi des entretiens biographiques et des entretiens semi-directifs. J'ai pu rencontrer un bon nombre de couples, soit des couples que j'ai rencontrés pour la première fois à Niamey lors de cette ethnographie urbaine, mais aussi des couples avec qui j'avais déjà noué des relations lors de mon précédent terrain il y a 10 ans. Et dans ces cadres, j'ai pu proposer une typologie des quatre catégories de couples rencontrés, des couples qui se sont formés il y a plus de 10 ans dans le cadre du tourisme, par exemple au nord du Niger, et qui se sont développés à travers une reconversion professionnelle du partenaire européen qui abandonnait sa profession en Europe pour se dédier à l'humanitaire avec l'objectif de rester et de s'installer stablement au Niger. Un deuxième type des relations nouées dans le cadre de l'humanitaire, c'est-à-dire des humanitaires ayant fait des études en développement qui se sont installés au Niger et ont pu rencontrer un partenaire local au Niger qui parfois était lui-même humanitaire et parfois il est devenu. Et un troisième type des relations qui montre une forte porosité entre anthropologie et développement, qui consiste dans des cas des docteurs et doctorants de recherche en anthropologie qui, à cause d'une relation mixte, se sont installés au Niger, donc ils ont abandonné la recherche pour se dédier à la pratique humanitaire, ou alors des cas d'humanitaires qui ont mûri une crise, disons, personnelle, et ils ont décidé de s'éloigner de la profession humanitaire pour reprendre des études d'anthropologie du développement et donc réfléchir à leur expérience tout en vivant au Niger. Et quatrième cas, les cas de ce que j'appelle les nouveaux cadets sociaux. Et donc je reprends cette définition de Melasso et aussi d'une chercheuse française contemporaine, Andoké,
selon laquelle donc on aurait des cas, des nouveaux cadets. Donc par cadet social, on considère, disons, la catégorie plus subalterne et dominée de la société, celle qui n'a pas accès à la prise des paroles et aussi au pouvoir politique. Donc normalement les très jeunes, les femmes et les castés. Et pourquoi nouveaux cadets sociaux? Pour désigner un nouveau type de jeunes ou un nouveau type de femmes qui cherchent à saisir les opportunités offertes par la globalisation pour chercher, pour mettre en œuvre de nouveaux styles et de vie et pour réaliser une indépendance. Ici, je peux rejoindre la thématique un peu transversale de l'âge ainsi qui a été déjà évoquée par mes collègues auparavant. Donc, je pourrais procéder à vous montrer des biographies pour chacun de ces 4 modèles, juste pour vous donner des cas concrets, et ensuite procéder aux conclusions. Donc, dans les cas des rencontres dans les cadres touristiques, nous avons par exemple les cas d'une humanitaire qui, au début des années 2000, a fait de nombreux voyages au Niger dans le cadre du tourisme saharien et qui, finalement, autour de l'année 2002, a rencontré son futur mari qui, par sa manière de se présenter, lui semblait particulièrement différent d'une catégorie locale, émique, qu'à l'époque on appelait les chasse-touristes, c'est-à-dire dans les Français locaux, des chasseurs des touristes. Donc, il s'agissait des jeunes hommes, des ouvriers, chômeurs, qui offraient des services aux touristes pour gagner de l'argent. Et à la différence de ces jeunes, son mari avait une attitude très critique, il montrait une forte indépendance d'esprit, il semblait au début la refuser, et ce qui a fait en sorte qu'elle se soit intéressée à lui et ensuite elle l'a épousé. Donc, elle n'avait pas de compétences dans les domaines humanitaires, elle ne possédait pas un diplôme, mais petit à petit, grâce au réseau marital, elle a pu s'insérer dans des petits ONG et finalement, par la pratique, réussir à travailler dans ces milieux où elle travaille encore aujourd'hui. Et donc, dans son cas, sa vie a été bouleversée par une rencontre et elle s'est installée dans un pays où elle pratique, elle a changé, donc elle a vécu une reconversion professionnelle. La deuxième catégorie, les rencontres nées dans le cadre humanitaire, montrent aussi des cas d'humanitaires qui ont eu affaire avec des rencontres et aussi dans les cadres amoureux et qui sont souvent au début contrastés. Donc c'est le cas d'une humanitaire française qui rencontre son mari qui est le chauffeur de son ONG. Et cette union est contrastée par son employeur qui craint, disons, qu'il puisse répandre une mauvaise image de son ONG, mais aussi par la communauté locale, parce que ces messieurs qui étaient un adepte un peu du multipartenariat à l'africaine fréquentaient déjà une fille locale qui était aussi tombée enceinte. Donc, pendant un certain nombre d'années, cette humanitaire qui a épousé ces messieurs a toléré une situation de bigamie et elle est rentrée aussi dans un esprit de compétition avec les femmes locales et une compétition qui passe par l'engendrement d'enfants. Donc, elle a eu 5 enfants et finalement, son mari a quitté la première épouse et elle est restée la seule femme. Donc, d'abord, la famille était installée au Mali et en 2012, dès que la situation sécuritaire est devenue invivable dans la région des Gao, elle a réussi, grâce au réseau de son mari, qui était un Touareg,
à se reconvertir professionnellement à Niamey, au Niger, où elle est installée. Et donc à nouveau, cette union mixte lui a un peu facilité un changement des pays. Le troisième cas est le cas donc d'un humanitaire qui a rencontré sa femme il y a plusieurs années dans le nord du Niger. Avec elle, a voyagé dans plusieurs pays, au Congo. Il est rentré en France pendant quelques temps et qui a vécu une crise en contact avec la belle famille et les milieux du Niger, qu'il connaissait bien, parce qu'il mène un style de vie à l'africaine, donc il donne grande importance à la belle famille. Il est en train de construire une habitation pour les parents de sa femme et non pour lui. Il se comporte comme un mari un peu africain. Et il s'est rendu compte que les missions, certains projets étaient très critiqués, notamment les projets sur le planning familial. Et donc il a décidé de réfléchir et pour l'instant de mettre entre parenthèses sa carrière humanitaire pour étudier l'anthropologie. De l'autre côté, nous avons aussi des cas de docteurs en anthropologie qui sont installés au Niger après, par exemple, leur doctorat ou leur maîtrise en anthropologie pour pouvoir rester à côté de leurs partenaires qui parfois ont entraîné dans un processus de formation et donc grâce aussi à des mobilités internationales étudiantes, leur partenaire a pu suivre des formations et donc travailler lui aussi dans la profession humanitaire. Quatrième cas, c'est le cas des nouveaux cadets sociaux, des jeunes hommes qui parfois peuvent montrer des comportements conflictuels vis-à-vis des aînés, et donc être en rupture et saisir des possibilités un peu de s'échapper à des situations qu'ils trouvent claustrophobiques pour construire des foyers transnationaux qui mieux répondent à leurs ambitions de vivre avec un style de vie occidental, si on veut. C'est le cas d'un jeune homme qui provient d'une chefferie dans le Niger central, qui s'était vu refuser la jeune fille qu'il convoitait, qui était sa cousine, parce qu'elle était promise à un cousin plus adulte que lui, plus âgé que lui. Et par représailles, il a dès lors commencé à entretenir des relations avec des jeunes femmes occidentales. Alors que sa famille, qui est une famille fortunée et avec une bonne réputation, lui prédestinait une femme de la famille, un mariage de famille, et notamment a épousé une Française. Et dans son cas, donc, il s'agit d'une rupture, et l'effet d'être indépendant économique, il a travaillé dans des ONG, et lui a permis de pouvoir mettre en acte cette rupture, et ce n'est pas les seuls cas, mais donc en guise de conclusion, on pourrait dire que finalement ces unions, ces mariages mixtes qui durent des années, les plus anciens, je pense que c'est celui de Vittorio Gioni qui a un peu amené le tourisme dans les années 70 au Niger, au nord du Niger, qui a épousé une locale, une dame qui provient d'Iferouane, une oasis au nord du Niger, et a installé des restaurants, des structures touristiques, et qui vit actuellement avec elle aussi à Niamey. Et donc, ces mariages mixtes sont fortement liés au tourisme d'un côté, à l'époque où il y en avait encore, et aussi à la formation des petits ONG et associations humanitaires qui naissaient souvent à côté des agences de tourisme et qui correspondent à la troisième vague, si on peut dire, d'occidentaux, donc les colons d'abord, ensuite une période où il y avait des touristes, c'était un tourisme particulier, le tourisme saharien, et après des humanitaires en ce moment.
Et on peut dire, pour conclure, que finalement, aussi les humanitaires ont des bénéfices. Ils peuvent bénéficier de nombreuses compétences interculturelles, cognitives, linguistiques, s'ils s'investissent dans un apprentissage d'une langue vernaculaire. Aussi des compétences sociales et des connaissances subtiles du tissu social local. Et ça permet un peu aussi d'invertir, si on veut, un peu un stéréotype du bénéficiaire de l'aide qui essaie d'améliorer sa position en mariant une femme occidentale. Donc s'il y a un bénéfice, il y a aussi... pour les étrangers sur place. Merci Amalia. Je vais passer tout de suite la parole au public. Moi, c'est pas tellement une question, c'est plutôt une réaction après la lecture de ton article. J'avais trouvé ça effectivement très intéressant. Avant sa lecture, j'avais vraiment en tête voilà, ce stéréotype dont tu as parlé, peut-être cette idée reçue de la stratégie peut-être des locaux justement pour gagner en situation meilleure par le biais de ces unions mixtes, et tu montres très bien les gains qui vont dans les deux sens, et ce que ça peut être, tout ce que ces unions peuvent avoir de bénéfique aussi pour l'action humanitaire si on raccourcit, en tout cas pour les acteurs en termes de compétences, transfert de compétences aussi. Voilà, donc c'était un des points très intéressants que j'ai trouvé dans ton article, dans ta recherche. Voilà. Je passe la parole au public. Les personnes en union mixte sont prioritaires s'ils veulent s'exprimer. Bon, on arrive à la fin de la matinée, alors... Pas de questions. Bah, écoutez, je vous... Si ? Ah, Virginie. Oui, enfin, Amalia, merci. Je pense que tu fais partie de ces recherches qui sont encore tabous et difficiles, c'est les recherches sur les coulisses de l'aide ou l'intimité de l'aide. On y avait travaillé avec un chercheur l'an dernier qui travaillait sur les relations entre les humanitaires et leurs employés domestiques, par exemple, sur ces relations humaines, effectivement, mais qui font la différence et surtout à grande échelle, quand c'est déployé sur des pays à grande échelle qui ont leur importance. Au niveau de la diffusion, pour partager des recherches, comment tu le sens? Est-ce que ça fait grincer des dents? Tu sens que c'est très sensible? Tu sens que tu pourras en faire quelque chose? Ou que finalement, voilà, c'est toi, ton éclairage que tu proposes, mais c'est encore difficile d'en parler de ces coulisses de l'aide? Donc effectivement, c'est encore difficile, mais ça rentre dans une mouvance générale des sciences sociales pour lesquelles étudier les émotions était jusqu'aux années 80 un sujet qui n'était pas de pertinence des scientifiques des sciences humaines, grosso modo. Donc c'était soit quelque chose de biologique, donc les émotions, l'amour, les sentiments les émotions sont innées, universelles, ou alors du domaine de la psychologie. Aussi un grand anthropologue comme Claude Lévi-Strauss dans L'Homme nu disait que les émotions sont un objet d'étude des psychologues. Et depuis les années 80, on a vu surgir des premières ethnographies des émotions, peut-être aussi en relation avec l'émergence d'une ethnographie, d'une anthropologie des femmes, une ethnographie féministe aux États-Unis qui donnait une importance accrue au genre, à l'affectivité et même à la sexualité du chercheur sur les terrains. Et donc il a fait peut-être un effet boule de neige. Et on a commencé à s'interroger sur des émotions telles la peur, la colère, donc des émotions sociales qui est particulièrement intéressant d'investiguer lors des conflits, etc. Ou alors d'autres émotions comme les sentiments amoureux, qui a été par la première fois publiquement étudié en 1992 à San Francisco, où il y a eu un panel, un atelier dans un grand congrès d'anthropologie sur l'ethnographie de l'amour. Et là aussi, donc les premières ethnographies de l'amour qui ont été faites étaient produites par des américanistes, des européanistes et des océanistes. L'Afrique est restée un peu arrière, peut-être à cause d'un certain imaginaire, voire des préjugés sur l'hypersexualité des Africains.
qui a fait en sorte que le premier ouvrage édité par Jennifer Cole et publié en 2009 sur l'amour en Afrique soit sorti beaucoup plus tard que dans d'autres contextes. En même temps, une histoire des femmes dans le continent africain est en train de se développer, grâce aussi, mais très récemment, grâce aux recherches dans l'or stellaire et en France par Pascal Berthelemy et tout un groupe d'historiennes qui étudient différents profils des femmes africaines dans l'histoire, donc tant des femmes en couple mixte avec des colons et aussi des diplômés, donc différents types des femmes. Donc de plus en plus, on a affaire avec des ethnologies sur l'intimité, sur l'intime, et je pense que c'est quelque chose qui pourra ouvrir des pistes dans l'avenir. Bon, merci Amalia. Merci beaucoup. Merci. Ah, une question, pardon. J'ai pas vu. Pardon, excusez-moi. Si c'est possible encore. Bien sûr, bien sûr. Désolée. Bon, d'abord, merci. Et pour revenir à ces préjugés, ça m'interpelle beaucoup et ça me semble en même temps dramatique qu'on doit faire des études pour arriver en conclusion à la fin où c'est une relation gagnant-gagnant, que c'est pas une extension de la coopération et que quand on interroge des couples mixtes, à la fin, souvent la réponse n'est j'étais en train de coopérer avec un local, mais c'est une relation d'amour qui s'est développée et que peut-être qu'il y a eu des changements. Mais dans ton exposition, donc ma question elle vient là, et tu as parlé. On peut décrypter la relation amoureuse entre ces deux personnes, mais est-ce que tu as pu aussi peut-être aller un peu au-delà de ça et faire peut-être des entretiens individuels qui pouvaient peut-être montrer comment un couple mixte vit au quotidien, ce rapport des forces, c'est aussi cette idée des pouvoirs d'un occidental sur l'autre et comment, si ça s'est décomposé au cours des années, et aussi c'est une relation de couple peut-être avec une différence et une problématique qui se rajoute au problème qui est un couple au quotidien, que c'est la différence culturelle, qu'elle est là et malgré l'amour et malgré les années, c'est toujours un espace de confrontation. Est-ce que tu as pu aller au-delà de ça dans ta recherche? Oui, en effet, j'ai mené des entretiens aussi et en plus je connaissais des couples, donc c'était de l'observation participante et les difficultés sont surgies de la part de la belle famille aussi nigérienne par exemple, aussi donc, du milieu professionnel au début et disons que les partenaires, les conjoints ont l'impression de vivre une relation très créative qui se construit le jour. Donc chacun, elles ont des configurations différentes entre elles et chacun compose son couple selon sa manière d'être. Donc on a des couples, par exemple, où la femme occidentale se dit athée et elle reste absolument liée à son confessionnalisme. D'autres couples où on a vu des mariages donc à l'église en Italie. Par exemple, on a deux cas d'époux nigériens qui se sont mariés à l'église avec un rite séparé et donc une ouverture aux pratiques religieuses d'autrui. Et aussi d'autres cas où une femme occidentale pratique, donc a prononcé la Fatiha et pratique un peu la religion locale. Et aussi pour les enfants, normalement ils sont éduqués dans les écoles occidentales et donc oui, on a certainement une sorte d'asymétrie, mais parfois les partenaires locaux ils proviennent d'une grande famille locale ou alors il a fait des études lui aussi et donc soit il provient d'une situation qu'on pourrait dire un peu non paritaire, mais donc quelqu'un qui a provient déjà d'un milieu aisé localement, donc il a pu faire des études,
ou alors il fait des formations après. Donc il y a une recherche de rééquilibrer les relations. Mais ce sont des relations qui durent vraiment plus que 10 ans. Encore merci Amalia. Je vais passer la parole à Virginie pour clore la matinée.